RMC Running, Mathéo Rollet. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast destiné à tous les passionnés de la course à pied. Alors semaine spéciale UTMB, on continue et on va évidemment parler de cette course phare, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui pour la plupart vient de se terminer, en tout cas pour le top 10 hommes et le top 3 féminin. On va d'abord accueillir notre spécialiste trail désormais, Maître Yodu. Comment ça va, Johan ? Salut à tous, alors spécialiste, je sais pas si on peut appeler ça, mais ça fait 48 heures que je suis là et je commence à bien kiffer. Ouais, commence à bien kiffer et commence à bien connaître aussi ce milieu particulier. Et puis... pas loin, là tu me fais signer là tu me prends au sentiment. Et puis vous venez d'entendre sa voix, RMC Running reçoit un champion. Il avait beaucoup d'ambition sur cette Ultra Trail du Mont Blanc, mais était là aussi pour apprendre parce que c'était sa première participation. Théo Détienne aura tenté, il sera parti dans le groupe de tête, mais son aventure se solde finalement par un abandon. On va tout de suite en parler. Alors chaussez vos chaussures, découvrez des sentiers, on va parler UTMB. RMC Running. Théo, cette première question d'abord, je suis obligé de te demander comment est-ce que ça va, parce que oui, cet abandon, mais t'as le sourire et tu restes fier de ta course, n'est-ce pas ? Ouais, je pense qu'il faut quand même garder le positif de tout ça. Pour moi, c'est comme tu l'as dit juste avant, c'est mon premier 100 miles, première course sur l'événement UTMB, donc ça fait toujours quelque chose, faut prendre ses repères, prendre de l'expérience. Donc je vais garder le positif, à savoir un bon début de course. C'est malheureusement soldé après par un abandon suite à plusieurs chutes répétées au niveau de la hanche. Mais je vais en garder l'expérience qui me servira pour les années futures, ça c'est sûr. J'ai déjà envie de parler de ce départ si particulier. Tu le découvrais ici à quelques pas de notre plateau, ce départ de l'UTMB, cette musique, cette atmosphère si particulière. Pourtant, on t'a senti un peu détendu avec ce masque sur la ligne de départ. Raconte-nous un petit peu ça. Ouais, en fait, moi je tiens à dire, à marquer sur le fait que si on est sur une ligne de départ, c'est avant tout pour profiter. Ça reste du sport. Évidemment, il y a les enjeux qui viennent derrière et notamment l'aspect de performance. Mais moi, si je suis là, c'est avant tout pour prendre du plaisir. J'ai la chance sur la ligne, on était avec des copains autour de moi, donc une atmosphère particulière où je me sentais bien. Évidemment, il y a une petite pression, ce serait mentir de dire que j'avais pas un peu peur. Mais en tout cas, c'était un bon moment. Pourquoi alors ce masque ? Explique-nous, c'était la tête de qui alors ? C'était la tête de mon athlète phare, mon gourou Ludovic Pommeret. Mon gourou, magnifique. C'est un athlète référence dans la discipline pour sa longévité, pour ses performances, pour tout ce qu'il fait et puis surtout pour ce qu'il dégage et ce qu'il essaie de transmettre aux nouvelles générations comme la mienne, parce qu'il a 50 ans, moi j'en ai 26, on n'est pas forcément des mêmes générations, mais ouais, c'est un athlète référence. Il vient de terminer 6ème cette année, 5ème l'année dernière, il a gagné la Hard Rock il y a un mois. C'est un exemple de longévité. C'est un exemple de longévité. Johan Durand, je me tourne vers toi. Quand on est sur une ligne de départ d'une course qu'on ne connaît pas, encore plus quand c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, quand on sait que ce nom résonne dans le monde du trail, comment est-ce qu'on fait pour absorber cette pression qu'il peut y avoir autour de nous ? C'est pas évident, hein. C'est un cap à passer. Je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi c'est les championnats du monde de trail, c'est-à-dire que l'UTMB c'est la course référence en trail. On est vraiment, tu participes à la plus grande course du monde. Et effectivement, c'est jamais évident, c'est de l'expérience. On le voit, il parle de Ludo. Ludo c'est un mec, voilà, il a 50 ans, c'est un pur ultra trailer un vieux briscard qui a l'expérience, qui connaît ses météos, en plus cette année ils n'ont pas eu de chance, ils ont chopé la pluie au bout de 2 minutes de course, il a commencé à pleuvoir, ça n'a pas arrêté toute la nuit, de la neige, c'était galère. Donc effectivement c'est un truc qui s'improvise pas, tu vois, c'est... Dans l'esprit des gens, UTMB, ça paraît accessible, machin, truc, parce qu'on a banalisé l'effort, mais ça reste un effort de plus de 20 heures pour les meilleurs. C'est un truc de dingue ce qu'il faut vivre. Et on le voit, personne ne gagne sur son premier UTMB, tu vois, c'est quasiment impossible. Il faut venir se casser les dents une fois, se casser les dents certainement une deuxième fois. Et après, une fois que tu as tout emmagasiné, que tu as mis tout en place, et c'est là où Théo, il va falloir et je sais qu'il va bien le faire, qui prennent le temps de savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et remettre en place progressivement des nouvelles choses pour continuer à progresser et venir titiller les meilleurs. Ouais. Théo, je me tourne vers toi. Dans RMC Running, on a souvent cette question envers les invités qui est pourquoi tu cours ? Est-ce que j'ai presque envie d'apporter un premier élément de réponse dans ta réponse ? Est-ce que tu cours pour l'UTMB, toi, Théo Détienne ? En grande partie, moi, l'UTMB, c'est une course qui me fait rêver depuis que j'ai commencé à pratiquer. Avant, je venais plus de l'athlétisme, course sur route. Et en fait, dès que je suis arrivé, moi, pour faire mes études à Fort-Romeu, en fait, j'ai découvert la montagne et le trail. Et les premières images qu'on en a, c'est l'UTMB, c'est les images qui me font rêver, moi. Et alors, ces premiers pas, quand on prend le départ, l'émotion, on a vu tellement de coureurs, les larmes aux yeux.
Toi, on t'a senti quand même directement très concentré. Raconte-nous un petit peu ces premières foulées dans Chamonix. Ouais, d'abord ça commence avant le départ où ils nous mettent la musique. La présentation. Voilà, il y a la présentation des athlètes qui arrive un par un. Et puis après on a la musique mythique de l'UTMB qui résonne dans Chamonix. Un silence et juste la musique. Et ça c'est un moment très prenant. Et ouais, les premières foulées après le départ, ça m'a fait vraiment quelque chose. J'avais à cœur d'en profiter vraiment de chaque centimètre de course dans Cham et puis même de toute la course en général parce qu'il y avait beaucoup de monde sur les sentiers. Surtout toi qui étais très soutenu, enfin, on va pas se ouais, mentir, il y avait beaucoup de monde donc j'en ai vraiment profité. Le but c'était de prendre de l'expérience, de l'emmagasiner et de profiter parce que la première fois sur l'UTMB ça arrive qu'une seule fois et j'aurai d'autres occasions de me rattraper. J'ai envie de faire point par point sur cette course si extraordinaire à vivre, encore plus une première fois tu le disais. Finalement une fois qu'on a passé Chamonix, les premiers kilomètres plutôt plats, on va pas se mentir, où ça déroule, ça court assez vite. Comment est-ce que ça se passe dans le peloton élite? Vous courez ensemble, vous vous parlez? Comment est-ce que toi tu as vécu ce moment-là? Ouais, ça court assez groupé. Il y a rarement des athlètes qui vont essayer de venir se détacher. Donc on reste groupé, ça discute un petit peu, ça chambre. Et puis après quand les premières montées arrivent, ça rigole un peu moins et on se concentre un peu plus dans l'effort déjà. T'as chambré 2-3 gars ou tu t'es fait chambrer toi? Ouais, j'aime bien donner, j'aime même recevoir aussi. C'est le jeu. C'est le jeu. Et vient ensuite cette nuit, cette fameuse nuit, puisque on le rappelle, l'UTMB, même si cette année il est parti à 17h45, part autour de 18h généralement. Donc la nuit tombe assez vite. Comment est-ce que ça se passe? On a d'abord une partie de course avec énormément de monde, on l'a dit, Chamonix et puis même les premiers sentiers. Et puis ensuite une partie où on est étrangement seul. Toi, tu as découvert tout ça. Est-ce que c'est un moment où on peut enfin se concentrer, ressentir l'effort? C'est exactement ça, le mot c'est se concentrer. En fait on sort de Notre-Dame de la Garge au pied du premier grand col mythique qui est le col du Bonhomme. Et en fait on sort d'une énorme fan zone avec des centaines de personnes qui nous roulent dessus. Et d'un seul coup on se retrouve en pleine montagne, le noir total, le silence. Et ouais là c'est vraiment un moment où il faut se concentrer sur soi, se concentrer sur l'effort. Parce que la course ça va commencer réellement. Avant ça c'est plus un échauffement entre guillemets qui dure 35 km, mais il y a rarement des mouvements de course intéressants dans cette perture-là. Et c'est dans ce premier col que ça se distingue un peu. Et si je dis pas de bêtises, en plus à ce moment-là, tu passes premier français, ou en tout cas quasiment en tête de course pour les Français. Donc évidemment le public est en feu. Les frissons à ce moment-là aussi de voir, on voit des grandes têtes de Théo Détienne un peu partout. On voit des gars qui sont déguisés, on voit des gars crier partout. C'est ça aussi que tu viens chercher à l'UTMB et plus généralement dans le trail? C'est ça que je viens chercher, ouais. Les gens il y a énormément d'engouement et les gens ont besoin de partager. Moi j'adore partager avec les gens. Évidemment c'est compliqué tout le long du parcours de faire un petit signe à tout le monde qui t'encourage. J'essaie de le faire au maximum, mais en tout cas moi ça me touche toujours autant. Ouais, ce que je disais, est-ce qu'on a le temps de remercier en fait un peu tout le monde? Ouais, quand ça remercie en groupe, j'essaie de faire un petit signe des mains ou autre pour remercier les gens d'être là, parce que les gens se déplacent, surtout là avec la météo qu'il y a eu. Il fait froid, aller en montagne ou sur un sentier, quand il pleut, c'est pas forcément agréable, donc faut les remercier d'être là et de rendre ce sport vraiment humain. Et puis voilà, je le disais, t'es parti devant, t'as joué, tu voulais pas te cacher. Malgré un premier UTMB, à un moment tu pointes premier, puis troisième. À ce moment-là, on se dit ok, Théo Détienne, il a vraiment bien géré son début de course. Toi, tu te sens comment? Il faut pas s'emballer à ce moment-là, il faut vraiment rester serein et sur ses allures, sur le plan. C'était quoi le plan d'ailleurs? Le plan, c'était de jouer avec le groupe de tête. Dans les premiers cols, il y a quelques athlètes qui ont accéléré un peu trop fort. Donc on les a laissés partir et on les a repris à la fin du deuxième col dans une descente, justement le col de la Seigne où il y avait beaucoup de neige. Et là on s'est retrouvés vraiment groupés. Et en fait moi ma stratégie de course c'était de rester à l'avant et de jouer le plus possible. Après j'ai gardé mon rythme, j'ai créé des écarts. On s'est fait reprendre, ça a été assez joie. Mais faut garder en tête que l'UTMB il commence vraiment à Courmayeur au bout de 80 km. Quand on sait qu'on veut jouer devant, la course commence à Courmayeur. Avant c'est un long échauffement entre guillemets, mais faut garder ça en tête que la mi-course c'est le vrai début de la course. C'est fou de dire ça. Non mais sur marathon c'est pareil, le marathon ça démarre au 30e. Normalement tu dois arriver au 30e, tu dois faire un checkpoint et être bien. Si t'es bien au 30e ça va. Si tu commences déjà à couiner et d'ailleurs Théo l'a malheureusement vécu au marathon de Londres, c'est que quand tu commences à... C'est bien de le souligner ça. Ouais, quand tu commences à couiner, tu te refais pas sur marathon, et sur l'UTMB c'est pareil. Et si à alors tu peux des fois avoir juste des petits coups de mou, tu peux, mais des vraies sensations où tu sens que tu es en train de perdre pied, généralement tu te refais pas. Et le marathon commence au 30e et ici l'UTMB à Courmayeur, mais c'est des efforts qui sont tellement longs, qui demandent tellement d'énergie que
D'un point de vue mental, moi je suis impressionné par ce qu'ils vivent parce que passer une nuit dehors, ça c'est barjo, mais réussir à assumer justement tous ces moments d'euphorie et de pas savoir s'emballer, et à l'inverse, quand tu es dans le dur, de laisser passer un peu l'orage pour se requinquer et repartir derrière. Je pense que, et ça pour le coup c'est vraiment que l'expérience qui... C'est exactement ça, laisser passer l'orage en fait. Ouais. Baisser un peu la tête et dire que faire ça le va dos passer, rond quoi, et c'est attendre que ça passe, et après des fois il suffit juste d'un ravito, de croiser quelqu'un et ça rebooste. Ouais. Mais des fois c'est des moments qui peuvent durer même très longtemps, ça peut aller 1 heure, 1 heure et demie. Et au final, il faut se dire, ça va être que passager et après, je me sentirai mieux. Ça, pour le coup, laisser passer l'orage, il faut le laisser passer longtemps. Au maître mot. Non, plus sérieusement, effectivement, tu dis que la course débute à Courmayeur. Toi, on t'a vu sur trail réussir, notamment aux 90 km du Mont Blanc. Ça, c'est des distances que tu connais. On en a beaucoup parlé, on en a entendu un petit peu partout. Jusqu'à 90 km, Théo Détienne, il sera présent. On n'a pas de doute. Le doute, c'était après, finalement. Ouais. Toi, tu t'engageais dans l'inconnu. Comment est-ce que tu as vécu cette après-course finalement, cette deuxième partie de course? Comme tu le dis, à partir de le plus long que j'avais fait en course, c'était 12h54. Hier, quand j'ai vu ma montre 12h54, je me suis dit à partir de là c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, ouais. Donc il faut s'adapter et se dire que si je suis pas frais là, ça va être compliqué la suite de la course. Mais le format 100K, c'est quelque chose 100 km, c'est quelque chose que je maîtrise. Et au-delà, c'était l'inconnu. Je me suis vraiment senti bien. Il y a cette histoire de chute où je suis tombé plusieurs fois sur ma hanche qui m'a handicapé. Alors raconte-nous cette histoire de chute. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans la neige alors? Ouais, en fait, au sommet du col de la Seigne, les conditions météo étaient vraiment difficiles. Il y avait beaucoup de neige sur un sol mouillé. Donc en fait, il y avait de la boue et par-dessus de la neige. Ça rendait le sol vraiment très glissant. Et au moment de sortir mes bâtons pour m'en servir d'appui, donc j'avais les 2 mains prises dans mon sac et j'ai les 2 pieds qui sont partis. J'ai tapé la hanche sur un caillou et après plus bas dans la descente je suis retombé sur le même côté. Donc ça m'a pas facilité. La douleur elle est pas venue instantanément, elle est venue dans le temps. Au fur et à mesure avec les impacts en fait l'hématome il s'est agrandi. Et à la fin, même là encore à l'heure actuelle j'ai du mal à marcher. C'est quoi, c'était une décharge dans chaque descente? Tu prenais une décharge à chaque appui où je posais le pied droit. Ouais. Ah ouais. Ça c'était dans toute la hanche. Ouais. Et encore plus douloureux j'imagine en descente qu'en montée, c'était vraiment les descentes. C'est ça, dans les montées ça allait plutôt bien au début. Après là je peux vraiment plus. Mais le pire c'était les descentes. Oui parce qu'on a vu une vidéo justement pour tout vous dire en mangeant avec Yann Durand de toi qui est en pleine descente et on sentait avec tes bâtons que vraiment l'appui était difficile. D'appuyer sur les bâtons pour justement décharger un peu décharger le poids. Ouais. On a presque cru d'abord à vraiment un très très gros mal de jambe, presque trop pour continuer. J'ai senti que la douleur était quand même très persistante. D'accord. Donc je savais que comme ça s'empirait, ça aurait du mal à partir. Et j'ai envie de parler aussi d'un autre point de la course qui fait partie intégrante de l'UTMB, c'est la nutrition, parce que finalement, on en parlait hier avec Arthur Joyeux-Bouillon notamment, on peut très vite arriver sur un UTMB en étant déjà complètement déchargé mentalement à cause de ce stress de l'alimentation, des ravitaux qui arrivent à tel kilomètre, etc. C'est toute une organisation où il faut avoir une assistance vraiment au poil pour être déchargé à ce niveau. Toi, est-ce que tu étais serein à ce niveau-là? Tout allait bien au départ? Ouais, j'étais serein, on avait beaucoup travaillé avec mon manager Jean-Michel Fort-Vincent autour de ça justement. Comme moi c'était mon premier UTMB, il y avait cette part d'inconnu pareil, c'est important, à savoir qu'est-ce que j'aurais vraiment besoin, qu'est-ce que j'aurais pas besoin. Donc en fait on gère en fonction de ce qui est le plus important ou non. Évidemment il y a les boissons d'effort, il y a les gels, il y a les compotes qu'on va prendre et ça faut s'adapter, réfléchir en fonction du temps que les sections vont nous prendre. Si on part, au début surtout les sections sont très longues, on a notamment entre les Contamines et Courmayeur. On a 6 heures d'effort où on est tout seul, donc en fait quand on part, il faut qu'on ait tout sur nous. Tout sur toi. Donc le sac il est lourd. C'est la fourchette qui fait peur. Hein. C'est 6 heures de course justement sans ravitaillement. 6 heures de course quand on court pour les élites, donc pour les amateurs c'est en des temps de course qui sont encore plus longs. Ouais. Parce qu'on rappelle pour nos auditeurs que finalement sur l'UTMB, on a le droit de se ravitailler grâce aux assistances sur des ravitaillements très précis, définis au préalable, mais pas sur la course, sous peine de pénalité finalement. C'est ça, tout à fait. Il y a des pénalités qui sont mises en place et en fait il y a des zones de ravitaillement, on appelle ça des zones de vie, où il y a nos managers, amis, famille qui peuvent venir nous faire le ravitaillement. Donc comment on fait le choix finalement d'avoir un sac peut-être plus lourd sur ces 6 heures de course pour les élites sur ce tronçon, mais avoir vraiment largement de quoi s'alimenter, ou est-ce qu'on se dit allez je le tente un peu risqué, je suis moins lourd et tant pis? On essaie nous de jouer un peu avec la limite dans le sens où on sait qu'on va essayer d'aller chercher le chrono, donc d'en prendre le moins possible parce qu'au final un gel ça fait quand même 30 grammes, 40 grammes, donc tout le poids qu'on porte
faut l'amener en Tu montagne. tournes à combien de grammes de glucides là par heure, tu le Sur sais? des efforts longs comme ça, Ouais. j'essaie de tourner autour de 80. Ah ouais, quand même, ouais. Comme Donc beaucoup, t'es assez haut, ouais. Mais c'est comme, Ouais. c'est comme un marathon, on essaye de se décharger un maximum de gel, de choses pour pas avoir trop lourd sur soi, quoi. Ah bah moi, nous, sur marathon, moi je les colle sur mon bidon. Et du coup, quand j'attrape mon ravitaillement perso, je commence vite fait par le gel et après je bois derrière, ou des fois je bois pas parce qu'après tu as les ravitaux grand public. Donc nous, c'est une chance qu'on a sur marathon d'avoir un peu de ravitaux. Quand on est Mais- élite, c'est ça. Quand on est élite, ouais. Mais effectivement, l'alimentation est primordiale et ça, c'est pareil, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut travailler et c'est quelque chose qui s'acquiert aussi avec l'expérience parce que tu sais pas comment ton corps va réagir sur des efforts de 160 bornes. Tu peux pas faire tout au glucides, par exemple. À un moment donné, tu vas saturer en termes de goût, t'en as marre, le corps aussi sature. Donc faut pas basculer sur des compotes ou autre. Et ça, je pense que c'est pareil, c'est toujours, on revient à ce qu'on dit tout à l'heure, mais c'est l'expérience qui fait que tu sais ce qui te correspond, ce que t'aimes et ce que t'as envie, ouais. Et justement, Théo, est-ce que toi, tu as réussi d'un point de vue nutritif à trouver ta formule? Parce que sur des courses précédemment, c'était un peu plus compliqué pour toi, la nutrition. C'est difficile de s'alimenter, c'est vraiment un entraînement, il a raison, Johan. Il y a un vrai entraînement et ça fait partie des points que j'ai beaucoup amélioré où je pêchais avant. Donc je me suis beaucoup entraîné les 2 dernières années notamment. Et maintenant j'arrive là sur la course l'UTMB, je me suis arrêté au bout de 17 heures de course. J'ai eu 0 problème gastrique parce qu'en fait je m'entraîne à l'entraînement à prendre comme je vais le faire en course. Je fais pas ça toute l'année, j'essaie de le faire au mieux. T'as Mais, trouvé ton produit idéal? Voilà, c'est ça. Moi je tourne principalement au gel et au purée et à la boisson d'effort. D'accord. Et ça, c'est forcément aussi, il y a tellement un marché de nutrition qui est immense, il faut trouver Qui te correspond, ouais. la marque ou le produit en tout cas qui te correspond. Toi, est-ce que tu as fait plusieurs essais avant de trouver d'ailleurs aujourd'hui tu tournes avec quel produit alors Moi j'ai testé plusieurs marques et au final maintenant j'ai la chance d'avoir un partenaire avec Oversteams où on peut travailler aussi sur des prototypes. Donc par exemple si on veut ajouter des quantités de glucides ou pour certains gels caféinés une certaine quantité de caféine, ça c'est des points qu'on travaille là sur l'UTMB. J'avais travaillé sur des prototypes plus caféinés. Ah ouais, ça fait des choses que tu n'as pas dans le commerce là, aujourd'hui. Ouais, Qui te correspond à toi parce que c'est Qui toi me qui as correspond décidé à moi, de. c'est Ah ça. ouais, c'est chouette ça. Ça, c'est un vrai atout, hein. ouais. Ça, c'est bien d'avoir Et sur une les marque. boissons aussi on a cette chance de pouvoir doser Ah ouais, à ta un peu façon. tout. Ouais. et Ah, ça, pourquoi c'est bien. donc toi plus caféiné? Qu'est-ce qui marche? La caféine marche beaucoup mieux chez toi que chez d'autres par exemple. Les dosages, j'avais essayé des dosages un peu plus faibles et au final c'est du ressenti à l'entraînement quand je m'entraîne hein. Et je le fais à l'entraînement et je vois ce qui fonctionne le mieux ou pas. Et là je suis arrivé à une zone qui me va plutôt bien. Ok. Et du coup oui, on disait les ultra trailers tournent autour de 80 grammes par heure, c'est environ ça. Ouais. À l'entraînement, t'as mis combien de temps toi à t'habituer à ça? Est-ce que ça a été assez rapide ou non? Faut le faire assez progressivement parce que sinon ça entraîne des problèmes gastriques, envie Ouais. de vomir ou autre. Donc faut le faire vraiment progressivement, commencer 30 grammes, 40 grammes et se laisser le temps de le faire parce qu'en fait sinon le corps il n'a pas le temps de s'adapter tout simplement. C'est comme l'entraînement en course à pied au final, faut laisser le temps au corps de s'adapter, enfin les muscles. Là, Faut en fait, s'entraîner à l'estomac, manger, c'est pareil. Est-ce que j'allais dire en termes d'entraînement de course à pied aussi, il y a autre chose que sur le trail qui est très spécifique au trail et à l'UTMB aussi, c'est l'entraînement de nuit. Est-ce que toi tu t'es habitué à courir de nuit, tu t'es acclimaté à ça? Parce que Avec la météo voit même, pas, est-ce que- oui, on voit ouais. pas devant Ouais. soi, c'est Pas de compliqué. chance, quoi. hein. Moi j'ai la chance d'habiter en montagne donc tout Ouais. l'hiver quand je vais m'entraîner Il fait pas chaud. Il y a de la neige, il fait pas. Tu il fait t'échappes très pas, beau. tu vas pas sur tapis. Figure-toi que pour le marathon de Londres j'ai fait beaucoup de tapis. Ouais, C'est pour ça que j'ai explosé musculairement, j'étais pas prêt. ouais, Enfin c'est bon, pas le même c'est- impact, c'est- ouais. c'est C'est pas la un même autre sujet, foulée, ouais. Ouais. Mais ouais, quand je vais skier, je fais beaucoup de ski de randonnée Ouais. l'hiver parce que ça se rapproche de la marche bâton qu'on a en trail. Ouais, pour aller skier en ski de randonnée et quand on a des séances à faire, ça faut y aller peu importe les météos entre guillemets. Oui, on parlait de beaucoup d'entraînements croisés avec Arthur Joël-Bouillon et Paul Cornu-Chauvin. Toi aussi, tu pratiques d'autres disciplines pour essayer de, notamment l'hiver avec le ski, de te faire la caisse finalement pour l'été. C'est comme ça que ça marche le trail. Ouais, sur la première partie de l'hiver, je fais quasiment que du ski de randonnée. J'essaie de maintenir 2 à 3 entraînements de course à pied par semaine, juste pour garder les impacts et les traumas, enfin sur les tendons, les articulations. Ce qui est peu pour toi. Ce qui est peu, Oui. ce qui est peu, ouais. En temps Voilà, normal, tu cours combien? Généralement, je fais 2 footings et une petite séance de fractionné juste pour garder justement ça Un au peu niveau des de- tendons. ouais. Articulation et musculaire parce que le travail en ski il est pas du tout pareil. Ouais. Mais ouais, beaucoup de ski l'hiver, du home trainer aussi et l'été je vais rouler dehors. Entraîneur pour le vélo en Ouais. intérieur l'hiver, ok. Et c'est c'est pas la même discipline, on va pas se mentir, Yodu, tu vas confirmer, mais le marathon de Londres, on va en parler parce que on l'évoque depuis tout à l'heure, il faut bien le dire.
tu t'es engagé sur marathon pour préparer l'UTMB, pour performer aussi. Explique-nous ce choix. Alors, on va dire à la commu qui n'a pas forcément suivi ce résultat, que tu visais 2h16 au marathon de Londres. Il avait déjà fait. T'avais fait combien ton premier marathon ? Après, c'était particulier, c'était le marathon de chez moi à Chambéry. Ah ouais. Et je revenais de blessure, je m'étais juste entraîné 2 semaines. Donc, d'accord. J'avais fait 2h27, mais c'est anecdotique. Ouais. Mais sur un marathon comme ça, c'est. Un vrai marathon c'est quand même préparé, 1h08 au premier semi, 1h31 au deuxième. Une explosion en règle, comme on l'a Explique-nous dit. déjà pourquoi ce choix de faire le chaud. marathon, et ensuite explique-nous cette course, pourquoi avoir craqué comme ça. Ça peut être incohérent, mais à mon sens ça l'est pas, parce que sur l'UTMB il y a énormément de portions où il faut être capable de courir, notamment le départ, on a 6-7 km à plat où il faut être en aisance respiratoire à 15 km/h. Certains disent que c'est un ultra presque roulant. C'est un ultra très roulant, il y a des descentes qui sont vraiment pas traitées, il y a très peu de descentes où il y a des cailloux, donc en fait il faut être capable d'allonger la foulée, et ça faut être capable de courir. Moi j'ai la chance de venir de l'athlétisme et de la route à la base, donc j'ai cette capacité à courir vite, entre guillemets, Johan, mais c'était important pour moi pour la préparation de l'UTMB. Évidemment pour préparer une diagonale des fous ce serait totalement incohérent, mais à mon sens c'était cool, et puis j'avais envie de me mettre une marque sur marathon. Bon, ça n'a pas marché, je voulais faire Valence en fin d'année, mais au final je pense que je retournerai à Londres peut-être en avril. En revanche, le marathon n'a pas forcément fonctionné, par contre la prépa pour l'UTMB, pour ce jour, cette course finalement, elle a bien fonctionné, parce qu'on l'a vu sur le 90 km du Mont Blanc, là t'as perfé de manière extraordinaire. Ça c'est ta course référence pour le moment, pour te baser sur la suite? C'est ma course référence, ma plus belle performance que j'ai fait encore à l'heure actuelle. Le 90 km du Mont Blanc, c'est une course référence dans le calendrier français, un parcours très montagne ici à Chamonix. Oui. Donc au final ça fait une très bonne répétition générale avant l'UTMB. Une course à Chamonix c'est toujours particulier, se faire des courses d'entraînement ailleurs c'est toujours différent. Mais c'était fin juin d'ailleurs. Fin juin, fin juin, donc 2 mois avant. Ouais, 2 mois avant, c'est la bonne durée pour. 2 mois avant l'UTMB finalement pour préparer. Généralement, tous les coureurs élites qui préparent l'UTMB, on fait tous une course fin juin. Il y a plusieurs événements qui s'y prêtent bien, qui en termes de préparation pour l'UTMB justement. Je pense à Blandine Léondel qui l'avait fait aussi, ce 90 km du Mont Blanc. Et Johan, toi sur marathon, la jauge est un peu différente. 1 mois et demi plutôt, 2 mois, non c'est trop. Tu fais un semi soit à 3 semaines, mais tu le cours à allure marathon, et l'idéal c'est de le faire à 5 semaines, donc en milieu de prépa, donc 5 semaines, c'est 1 mois et demi. Mais après pour revenir au marathon, tous les grands trailers aujourd'hui ont un RP au marathon entre 2,15 et 2,20. Maintenant c'est des coureurs, il y a quelques années effectivement c'était des purs ultra trailers qui couraient, et maintenant on se rend compte que c'est des mecs qui courent une 2 au SMI, qui font moins de 30 minutes au 10K, qui viennent travailler l'hiver, se faire un peu la vitesse. C'est plus 2 sports différents, c'est 2 sports complémentaires. C'est 2 sports qui sont quand même différents, mais je pense que pour tellement le niveau est tellement élevé et les vitesses sont tellement folles. On le voit sur l'OCC, les vitesses à laquelle ça court, effectivement il faut quand même aujourd'hui courir vite aussi sur la route et courir vite sur le plat pour être performant sur ultra. Et Théo, un profil comme Jim Wamsley qui vient lui aussi de l'athlé, on faisait la réflexion avec Johan dans les derniers kilomètres l'autre jour. Et puis encore en talon-fesse, il a encore une foulée, elle n'est pas dégradée du tout, c'est impressionnant. Fini la course à 3,30 au kill, c'est une réelle inspiration aussi pour toi, des profils comme Jim. Parce qu'il ressemble beaucoup au tien finalement. Ça pour la suite ça va t'inspirer? Ouais, ça m'inspire parce que c'est un athlète très complet. Il est à l'aise dans le technique, il est à l'aise dans le roulant. Ouais. Et c'est pour ça moi cet hiver je suis retourné sur la base, route, j'ai été faire la route, j'ai fait les cross-country. Et tu vois ça me tenait à cœur de me dire la même année où je fais l'UTMB, je ferai les cross l'hiver. Moi j'ai pas été jusqu'au France parce que j'avais le marathon à préparer, mais. Ouais. Mais en tout cas aujourd'hui dans le trail et dans l'ultra et pour l'UTMB, il vaut mieux être dans ta situation de quelqu'un qui est rapide et qui se tourne vers le long parce que l'apprentissage se fait au fur et à mesure, mais les qualités de vitesse vont vraiment servir à l'UTMB, plutôt que l'inverse où on est vraiment un diesel comme on dit. C'est dur de redescendre. Ouais. Et pour redescendre sur 10 km et faire de la vitesse, c'est plus compliqué, on est d'accord. C'est dur de redescendre dans les régimes, ça c'est sûr. Ça peut péter musculairement, faut être en capacité de pouvoir courir vite. Faut encaisser les chocs ultra rapides, la répétition des chocs sur la route. C'est des traumas qui sont un peu différents. Ouais. Bon, c'est complètement
tôt, là, on est à chaud de cette UTMB où tu as dû abandonner. Mais là, quelques heures après, comment est-ce que tu le vis ? Tu le vis pas comme un échec, c'est de l'apprentissage. Tu le disais, quoi qu'il arrive, cette première expérience, elle va me servir pour la suite. C'est ça, c'est de l'apprentissage. Là, j'ai dû abandonner sur quelque chose que je contrôle pas, à savoir une chute. Mais il y a l'apprentissage de la course, à savoir courir à Chamonix à UTMB, le monde dans les rues, sur tous les ravitaillements. Il y a énormément de caméras qui sont tout le temps braquées, surtout sur l'avant de la course. En fait, quand on arrive au ravito, il y a des caméras un peu partout. Il faut être capable de se concentrer dans ce qu'on fait, notamment même quand on court. Il y a tellement de monde tout le temps, il faut être capable de rester lucide tout le temps pour éviter une erreur bête comme une chute ou casser un bâton. Ailleurs, ça. On le voit nulle part ailleurs, ces coureurs qui vous suivent, qui vous T'as réussi à gérer ça, ouais, ça a été ? Ouais, j'ai été très content de cette gestion-là. Gros point positif pour moi sur la course. Ouais, À aucun moment je me suis laissé déconcentrer. Déconcentré, ouais, parce que c'est pas évident. T'as vu les fan zones qu'il y a et le bazar que c'est, rester focus sur sa course. Mais on le disait, hein, les gars qui est élite ou pas élite, hein, mais qui pleurent au départ, c'est quand même vraiment particulier. Hein. Sur le 10 km de son village, on pleure pas au départ. Hein. Rarement. Non, c'est quand même quelque chose de particulier et qui te donne envie de revenir, j'imagine, très vite. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine déjà. Faut que j'aille chercher ma qualif, mais le dossard, ça devrait le faire. Okay. Eh oui, parce que tu partiras pas de Chamonix sans avoir gagné l'UTMB un jour. Ça c'est sûr. C'est dit. Non, et puis il y a aussi, on parlait de cette gestion du public, etc. Mais on parlait tout à l'heure avec Blandine, qui elle n'était pas forcément gênée par ça, mais les caméras aussi qui sont tout le temps pointées sur nous. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur parce que sinon tout le monde va le voir, on va décrypter. Il y a énormément de suiveurs de l'UTMB. Ouais. Ça, est-ce que c'est bizarre aussi ? Parce que, comme je le disais, sur le 10 km du village, on n'est pas filmé non plus. Hein. Faut s'y habituer, voilà, c'est un entraînement comme un autre. Au final, sur les courses, on y est confronté. Faut se dire que dans tous les cas, elles seront là. Et que nous, il faut qu'on reste dans notre bulle et concentré sur ce qu'on doit faire. Surtout au ravitaillement. Ouais. Après, la vraie difficulté, c'est en amont de la course, sur les jours qui précèdent l'UTMB. C'est là où justement il y a beaucoup de... les marques demandent beaucoup, il y a beaucoup de sponsors qui sont là justement pour de la visibilité et tout, et qui demandent certainement beaucoup aux athlètes de se mettre en avant, parce que c'est le jeu aussi. Et donc il y a toute cette pression médiatique à gérer pour les athlètes de haut niveau qui n'est pas évidente. Moi je le vois au marathon de Paris, tu vois, tu passes au Run Experience et tu restes 2 heures, parce que discuter avec les gens, c'est vrai que ça peut ça te prend un peu d'énergie, ça te coûte un peu d'énergie. Et donc là, toute la semaine sur l'UTMB, c'est la dernière course. Eux, ils sont là depuis lundi. Donc effectivement, il faut réussir à se mettre dans sa bulle et à gérer ça. Et ça, c'est pas un entraînement, mais c'est quelque chose sur lequel il faut s'habituer et sur lequel il faut être attentif pour pas faire la course avant la course aussi, tu vois. Toi, Théo, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur cette UTMB, mais tout au long de l'année. Comment est-ce que tu arrives à gérer justement, comme disait Johan, cette avant-course ici où il y a beaucoup de sollicitations? Est-ce que c'est plus galvanisant ou fatigant pour toi? Mine de rien, ça demande de l'énergie. Faut trouver le juste milieu entre galvanisant et justement épuisant. Savoir le doser, moi j'ai la chance d'être bien entouré, donc on le fait bien. Mais il faut le voir aussi comme une semaine où tout le monde est rassemblé, on a cette chance d'avoir tous les partenaires qui sont sur place. Pouvoir faire des activations, c'est en contrepartie, il faut jouer le jeu, c'est important. Mais ouais, faut savoir doser pour pas se fatiguer trop, que ce soit nerveusement ou physiquement, à rester debout au soleil ou autre. Là, tu l'as vécu comment? Il peut pas traverser 200 mètres sans se faire arrêter. Hein. Ouais, c'est clair. C'est la star de cette édition 2025, Théo Etienne, qui était très 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 suivi. Non. Toi, sur la ligne d'arrivée, t'es pas arrivé trop cuit, ça va? Cette semaine, tu l'as bien géré? Non, ouais, je l'ai bien géré. On a arrêté toutes les activations à partir de mercredi midi. Comme ça, à partir de mercredi midi, j'ai tout déchargé. Je suis resté vraiment tranquillement chez moi. Pour me concentrer sur la course. Ouais, et du coup, j'ai envie de te demander aussi il y a l'abandon, d'accord, mais comme tu le disais, c'était pas sur quelque chose que tu maîtrisais, c'est une chute, c'est un fait de course. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi c'est pas un côté rassurant de se dire j'ai pas bâché parce que j'ai explosé? Ouais, que la prépa n'a pas été bonne ou voilà. Ça, c'est le gros point positif, tu fais bien de le soulever. La prépa, elle a été entièrement... elle a rempli toutes les cases. J'étais très bien musculairement, énergétiquement, sur tous les points de vue, j'ai eu zéro problème gastrique sur la course, même avec le froid. Donc tu vois, faut qu'on s'habitue tout le temps aux températures qui peuvent être changeantes. On peut avoir de la neige la nuit, des fois un coup de soleil, il fait chaud après. Et ça induit beaucoup de problèmes à gérer.
Et non, vraiment Point positif. Point positif. D'ailleurs, ces conditions météo, tu les aimes ou toi tu préfères le grand soleil? Moi j'aime bien, ça durcit un peu la course. Et généralement, je sais que Ah les étrangers ont un peu plus de difficultés Sauf cette année. avec ce genre de. année. Sauf cette année, effectivement. alors et que c'est vrai carton plein cette année. Ouais. Et d'ailleurs, je le soulignais tout à l'heure, mais on va le dire pour nos auditeurs, ce qui est assez dingue, c'est que la dernière fois qu'il y avait eu 0 Français sur le podium de l'UTMB, c'était en 2010. Et devine quoi, en 2010, c'était encore un Britannique qui avait gagné. Donc arrêtez les Britanniques de gagner. Tranquille. S'il vous plaît, laissez-nous un Français sur le podium. Peut-être Théo l'an prochain, on lui souhaite. En tout cas, Théo, on va te remercier d'être venu dans ce podcast RMC Running. Après un abandon, c'est jamais facile, mais tu as le sourire, tu as raison de le prendre comme ça. Il faut miser sur la suite finalement et le rendez-vous est pris l'an prochain. On est d'accord ? Exactement, tout à fait. Même endroit, même date. Généralement, c'est toujours le dernier week-end d'août. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à vous pour l'accueil. Merci Théo, merci Yodu aussi, est toujours fidèle au poste. Et puis merci à vous, fidèles d'RMC Running, qui êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur toutes les plateformes de RMC. Et puis ce conseil spécial UTMB pour finir, sur route comme sur sentier, levez les pieds, ça aide à ne pas tomber. Merci à tous. RMC Running.